Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'ouvrir la troisième séquence du module sur la relation d'aide. Celui-ci est divisé en 3 séquences complémentaires. La première vous a permis d'aborder la notion de relation d'aide au sens large du terme. La seconde développait plus spécifiquement la notion d'écoute et enfin la troisième aborde la notion d'observation. Ces 3 séquences sont interconnectées et liées au contenu du module sur la bientraitance. Cette séquence a pour objectif de vous aider à vous approprier la démarche d'observation. À cette fin, il sera intéressant de recueillir des données pertinentes et d'en faire une analyse la plus objective possible. Dans la séquence précédente, je vous parlais d'amuse-oreille pour introduire le sujet. Cette fois, je vous propose un jeu. Le principe est très simple, il suffit de trouver les différences existant entre les 2 images. Allez, je vous laisse quelques secondes et c'est à vous de jouer. Bon, d'accord, c'était facile, hein, mais il y avait quand même 7 différences à trouver. Je pense que ça n'a posé de problème à personne. J'espère tout de même que vous vous êtes amusés. Avant de revenir aux choses sérieuses, j'espère vous avoir prouvé qu'observer n'était pas forcément quelque chose d'ennuyeux. Pour atteindre l'objectif de la séquence, je vous parlerai de la démarche d'observation et des différentes techniques d'observation, sachant que la distinction entre celles-ci peut différer selon les sources. Il s'agit dans cette séquence d'en avoir une approche globale et générale. Dans un premier temps, nous allons nous attarder sur le vocabulaire. Les notions d'observation et de ressenti sont indistinguées. Ces 2 notions n'impliquent pas la même chose. L'une tend à objectiver et se base sur des faits, tandis que l'autre implique la subjectivité et s'exprime différemment pour chaque individu. Cependant, l'objectivité est-elle véritablement dissociable du ressenti, puisque les 2 émanent d'une seule et même personne? Un peu plus loin dans la séquence, nous aurons des éléments de réflexion à ce sujet. Nous avons commencé à aborder l'interprétation dans la séquence précédente avec les attitudes d'écoute. L'interprétation implique notre parcours de vie, nos valeurs, nos expériences. Chacun va pouvoir réagir différemment face à un fait identique. Par exemple, comment expliquer que certains automobilistes s'énervent et klaxonnent dans les ralentissements et les bouchons et que d'autres pas? Pourtant, le fait objectif, c'est que les voitures n'avancent pas ou peu, que le même bouchon a lieu tous les jours, au même endroit, à la même heure. Cependant, les réactions des automobilistes diffèrent et peuvent varier d'un jour à l'autre pour une même personne. Donc, peut-être, et je dis bien peut-être, que les caractéristiques individuelles jouent un rôle et sont à prendre en compte dans l'analyse d'une situation commune et parfaitement objective. Le fait d'observer implique qu'il y ait un observateur. Cet observateur sera un être humain, donc un être par essence sensible, donc ayant des émotions, un passé, un présent et un futur. Cet être qui devra observer en toute objectivité est rempli de subjectivité. C'est un paradoxe avec lequel il faut composer dans le but de gagner en objectivité. Gagner en objectivité va nécessairement impliquer un travail d'auto-observation et de remise en question pour rester dans le non-jugement et gagner en ouverture d'esprit et surtout en bienveillance. C'est une des clés pour une relation d'aide efficace, durable et bien traitante. Je parle de précautions à prendre dans le titre de la diapositive, mais j'aurais tout aussi bien pu parler de conduites à tenir ou de capacités à développer. L'adage suivant, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres », résume assez bien les choses. Mais pourquoi observe-t-on? C'est justement ce que nous allons développer dans ce second point. Je vois dans cette diapositive les mots « comprendre »,« repérer »,« évaluer »,«
sans jugement. Dites-moi, n'y aurait-il pas un lien avec les objectifs de cette séquence? Une petite question cependant. La notion de non-jugement est-elle nouvelle dans ce module sur la relation d'aide? Dans ce troisième point, nous allons nous attarder sur quelques données théoriques relatives aux techniques d'observation. Tout d'abord, l'observation participative. Son principal inconvénient est que la subjectivité de l'observateur a une grande place du fait qu'il participe à l'activité au sein du groupe. Pour maintenir un bon niveau d'objectivité, il faut que l'observateur ait développé une capacité d'introspection suffisante. Cependant, elle a un gros avantage qui est relationnel, du fait que l'observateur et l'observé font ensemble et non pas côte à côte les choses. Un lien particulier existe entre eux. Et dans le cadre d'une relation d'aide, cette technique est très souvent utilisée. Dans cet exemple, l'observateur n'aura pas uniquement un rôle d'observateur. Il devra, ou plutôt Madame X, devra animer le groupe, relancer le jeu, tout en maintenant l'attention des enfants. En même temps, elle devra mémoriser ce qui se passe, les réactions des enfants, agir en conséquence, et ensuite en faire part aux enseignants, aux autres professionnels ou aux parents. Donc l'observation participative demande à l'observateur de s'impliquer et de développer ses capacités de mémorisation. L'observation directe présente les avantages et inconvénients inverses de l'observation participative. En effet, l'observateur étant à l'écart du groupe, l'aspect relationnel et affectif entre moins en jeu et le détachement est plus facile. Le niveau d'objectivité est donc plus important car il y a aussi une possibilité de prise de note immédiate. L'observation indirecte est encore plus impersonnelle, donc du coup plus objective. Il existe une barrière, qu'elle soit visible ou symbolique, entre l'observateur et le ou les observés. Cette technique est peu utilisée dans la relation d'aide, car justement, c'est la relation qui fait défaut. Mais elle peut présenter un intérêt certain lors d'activités collectives ou lors des récréations, par exemple. Dans l'exemple suivant, l'observation indirecte est utilisée dans un but éducatif. À mon sens, l'introspection est une capacité essentielle à développer. Pour pouvoir repérer des faits pertinents, les verbaliser sans jugement, rester ouvert à l'autre et gagner en objectivité, le retour sur soi est indispensable. Quand je parle de retour sur soi, je ne dis pas qu'il faut être égoïste ou égocentrique, non. Même si il est nécessaire de prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Non, par retour sur soi, je dis simplement que la connaissance de soi implique une meilleure connaissance, voire une maîtrise de ses émotions, et donne la possibilité de connaître les autres tels qu'ils sont et non pas tels que l'on voudrait qu'ils soient, c'est-à-dire comme le prolongement de soi-même ou en fonction des représentations que l'on a. Dans ce quatrième point, nous allons aborder la démarche d'observation de manière concrète. 5 étapes sont distinguées. La perception, le questionnement, l'analyse, la vérification et la détermination de l'action à mener. D'abord, je perçois les faits, c'est objectif. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que l'enfant est accroupi, ne se relève pas et que sa tête est baissée vers ses genoux. Ensuite, je me pose des questions. Est-ce une attitude normale? Ai-je bien vu? L'enfant est-il malade ce matin? A-t-il un état de santé particulier? Y a-t-il eu un problème avec des camarades? Vient alors la phase de l'analyse. Y a-t-il un décalage entre ce que je sais et ce que je vois? Quelle signification a ce que je vois? Et pour le savoir, je vais chercher à vérifier. Et la vérification permet de mettre en doute l'observation et de l'affiner. Si je me déplace, verrai-je toujours les mêmes choses? Enfin, vient le moment de déterminer l'action à mener. Que dois-je faire? Dois-je agir? Si oui, comment? Dans quelle proportion? Est-ce que je reste bienveillante? Ou ne dois-je pas agir? Est-ce que je dois laisser faire? Et si je laisse faire, jusqu'où? Dans quel but?
Quel risque ou quel intérêt ça aurait pour l'enfant? Toutes ces questions sont importantes et vous permettront de mesurer vos actions et de ne pas agir à la légère. Et surtout de garder le bien-être de l'enfant au centre de vos préoccupations. Vous trouverez probablement d'autres questions qui vous paraîtront plus pertinentes et qui vous correspondront davantage dans votre démarche d'observation. Eh bien tant mieux, c'est que vous aurez compris et que vous vous serez approprié cette démarche. Le dernier point nous permet d'aborder rapidement et de manière très large le fait que les facultés mobilisées lors de l'observation sont directement liées aux fonctions cognitives. Celles-ci sont la base de notre perception, donc de notre relation au monde et aux autres, ainsi que de nos capacités. En réalité, les fonctions cognitives sont au nombre de 6 et ne sont pas listées dans la diapositive. On retrouve le langage, qui est également appelé la phasie, la connaissance, également appelée la gnosie, la praxie, qui est l'autre nom de la motricité et qui, elle, est impliquée directement dans la prise de notes. La mémoire, on retrouve également l'attention et le jugement et l'imagination. Les notions principales de cette séquence sur l'observation sont listées dans cette diapositive. Les mots-clés sont observation, neutralité, les faits et introspection. En résumé, l'observation accueille les faits, la réflexion les combine et l'expérience vérifie le résultat. Nous arrivons à la dernière partie de cette séquence, c'est-à-dire celle où c'est vous qui réfléchissez et analysez. Je vous propose donc une étude de cas à partir d'une situation précise et votre réflexion sera guidée par un questionnaire. Voici la situation. Vous êtes auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant ayant des difficultés de lecture. Noah est en classe de CM2, il bute sur les mots, il les répète plusieurs fois en séparant les syllabes. Le texte qu'il a à lire fait 5 lignes et Noah n'arrive pas à lire les phrases en entier. Dans un premier temps, on vous demande quels sont les faits donnés par le texte et quelles observations sont relatées. Cette diapositive vous propose de vous demander si la situation est normale compte tenu de l'étude de cas proposée. S'il a compris le mot, la phrase ou le texte, et quelles actions pourraient être menées pour aider Noah. Vous pouvez maintenant donc retrouver des éléments de réponse dans les diapositives suivantes. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit bien que d'éléments de réponse. Aviez-vous trouvé les faits concernant l'histoire de Noah? Noah est en classe de CM2. Il a des difficultés de lecture et le fait est que le texte fait 5 lignes. Les difficultés observées liées à Noah, il bute sur les mots, il répète plusieurs fois et il sépare les syllabes. Est-ce normal compte tenu de la situation de Noah? Eh bien, ayant des difficultés de lecture, il est normal que Noah découpe les mots de manière syllabique. Cependant, de telles difficultés dans une classe de niveau de CM2 ne l'est pas. Ce n'est pas normal. Donc, ça va nécessiter un accompagnement spécifique. Noah a-t-il compris le mot, la phrase ou le texte? Le mot, très certainement. La phrase, c'est possible si la phrase est courte. Noah pourra avoir compris de manière autonome et peut-être aura-t-il besoin d'une explication ou d'une reformulation pour faciliter son apprentissage. Quant au texte, c'est plus difficile. Il risque de ne pas avoir tout compris du fait qu'il a déjà du mal à comprendre les phrases et il a des difficultés de lecture, donc il aura du mal à avoir une vision globale. Et c'est là où l'auxiliaire de vie scolaire va rentrer en jeu. En ce qui concerne les actions à mener, dois-je lire à sa place ou lire avec lui? Alors là, c'est une question de bon sens quand même. Lire à la place de l'enfant, c'est bien, mais pour l'aider dans l'apprentissage, ça va être, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Donc lire avec lui, l'aider à lire. Car les automatismes de lecture, c'est lui qui va les développer. C'est comme ça qu'il va progresser. Dois-je le questionner sur ce qu'il a compris? Le questionner, oui,
pour savoir si effectivement il connaît bien le sens des mots, s'il a bien réussi à lire le mot correctement. Pourquoi pas reformuler pour lui faciliter la compréhension? Et dois-je lui donner une explication sans m'assurer de ce qu'il a compris ou pas? Alors là, non. Parce qu'il est important qu'il puisse s'exprimer verbalement. Il doit être acteur de son apprentissage. L'auxiliaire de vie scolaire a pour rôle de l'accompagner et non pas de faire à sa place. Cette séquence vous a été présentée par Christelle Gougou et réalisée par Fabrice Darigrand et Christelle Gougou sous la direction d'Annabelle Feuillafé.